À l'entrée du château, une potence, copiée sur l'ancienne du XVe, XVIe siècle. L'important de cette potence, c'est qu'elle est le signe du droit de haute et basse justice du seigneur de Montcornet. Des fragments de la potence étaient retrouvés sous une maison du village. Il y avait quelques têtes de mort et une grande pierre avec un trou carré, et elle était perdue pendant la guerre. Voilà. La potence, c'est important aussi, c'est toujours important, mais c'est vrai, parce que le château, ça ne peut pas être médiocre. Les petits châteaux ordinaires avaient droit de mettre en prison, de battre les gens, mais les grands seigneurs comme celui-ci avaient droit de vie et de mort. Et la potence, ça veut dire droit de vie et de mort. Voilà. Ça veut dire je suis capable de... Voilà. Et c'est comme ça qu'il y avait toujours des têtes de mort en haut. Quand on lit François Villon, il se promène, il peut voir les têtes de mort, ça faisait réfléchir quand même un petit peu, quoi. Voyez. C'est pour ça, alors on a remis la potence, pas où elle était, puisqu'elle était de l'autre côté de la route, là où est la petite maison, la potence était là. Alors de même, si vous entrez, alors la même chose, il y a deux drapeaux. Pourquoi il y a deux drapeaux, hein? Il y en a un blanc et un noir. Bon, parce que le château étant en principe de propriété royale du départ, on met le drapeau blanc par fidélité. Seulement, dans la vie, il faut croire aux antinomies positives. S'il n'y a que la fidélité, ce n'est pas suffisant. Alors, il faut la liberté en même temps. Alors, c'est comme ça que nous mettons le drapeau noir. C'est-à-dire que d'une main, c'est du Pascal ou du Camus. D'une main, il faut tenir la liberté et de l'autre, la fidélité. Si on tient les deux, alors là, on est dans la vérité. Voilà. Là-dessus, nous-mêmes, nous rentrons dans le château, on passe au pont-levis. Alors, sur le pont-levis, là, il y a une chose d'important, c'est l'équilibrage du pont-levis. On a fait un pont-levis comme il est autrefois. Il suffisait de tirer une petite chaîne ou une petite manivelle et le pont se levait. Voilà. Bon. Donc nous arrivons dans la Barbacane. Bon, la Barbacane, qu'est-ce que c'est? C'est important. Il y a peu de châteaux qui en ont. Par exemple, il y a Bonaguil qui en a un. Cette Barbacane a été faite par Philippe de Crouy dans les années 1500 et quelques. Hein. Lorsqu'on a inventé les canons, donc 14e siècle, début 15e, hein, on a eu peur que les canons en arrivant prennent le château en enfilade. Mettons un canon au second pont-levis, tout le château est bloqué complètement. Alors on fait une entrée perpendiculaire à l'entrée normale, qu'on appelle la Barbacane. Si les canons arrivaient devant l'autre entrée, hein, personne ne pouvait sortir du château. Tandis que là, les canons tirent en enfilade, c'est comme ça que nous avons trouvé le mur en face de la porte complètement démoli. Vous avez des canonnières en arrivant, vous avez des archères. L'intérêt à des intérêts du château, c'est qu'on est passé de la défense à l'arc ou à l'arbalète au canon. Voilà. Si bien qu'un certain nombre d'archères, d'archères fines, des archères, on les a arrondies. Et dans tout le château, il y a ça, les archères droites arrondies, devenues des canonnières. Une archère, canonnière, vous voyez? L'archère avec le arrondi. Alors, donc dedans, vous avez des archères de tous les côtés, et du côté ouest, c'est-à-dire le côté de la carrière, vous avez des choses curieuses. Un peu comme si c'est par là qu'on jetait sur l'assaillant tout ce qu'on pouvait jeter. Puis alors, en entrant tout de suite à droite, vous avez la tour sur laquelle était le guetteur. Guetteur avec une cloche. Au musée, on a ce morceau, c'est une cloche qui est très jolie, c'est presque de l'argent pur. Le guetteur était là, voilà. Et puis on arrive à un second pont-levis qui est beaucoup plus intéressant parce qu'il est très rare. Hein, c'est un pont-levis à balancier. L'ennui des ponts à chaîne comme le nôtre, hein, c'est que l'ennemi arrivant très vite, on tire au canon sur les chaînes, le pont se baisse, le pont tombe, s'ouvre. Voilà. Tandis que là, ils ont inventé un pont extraordinaire parce qu'il n'y a pas de chaîne, ici uniquement un contrepoids. Mais en plus, il est très très étroit, étant donné que c'est une défense. En temps normal, le pont-levis n'était jamais baissé. Hein. C'est ça qui bascule. Voyez, on a une petite chaîne qui est là. On décroche la chaîne et il se monte. Et autrefois, c'est le grand pont-levis qui se levait, le grand se levait. On a posé le fer pour le temps d'avoir les lieux sur la terre. Puis alors là, c'est le problème
du plan de feu. Hein. Le type qui arrivait était repéré par là. S'il rentre à plat ventre, il était tiré de là. Et en plus, il y avait les soldats qui étaient aux deux fenêtres là-bas. Et donc là. Et en plus, on a vu, il passait donc par la passerelle, jamais par là. Et vous voyez, dans la passerelle, vous avez là la petite l'archère qui est là. En plus, il y avait une porte, on ne l'a jamais remise, on attend ici, il y avait une porte. Donc le type qui entrait passait devant l'archère, il y avait le guetteur et la porte. Non, celui qui arrivait là était obligé de se mettre de travers, parce qu'il ne pouvait pas entrer là avec les armes sur le dos, et il tombait sur une meurtrière qui le contrôlait. Le général du Génie nous a dit que nous avions le meilleur plan de feu de la région, meilleur que Sedan encore. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser un endroit neutre, le plan de feu. Si bien qu'ici, tout le tour du château est complètement protégé. Voilà. Et ça, c'est la première tour. Amboise, parce qu'un Crouy avait épousé une Amboise. C'est la seule tour dont on connaisse vraiment le nom. Ah là, c'est la grande salle qu'on appelle la salle des armes. Autrefois, c'était déjà ça. Ils ont mis les armoiries des propriétaires sur le mur du fond. C'est la salle où tout le monde se rassemblait. C'était la seule où il y avait un grand feu et un puits. Il semble qu'elle soit d'avant les Crouys, donc avant 1460. Il semble. On ne peut pas le dire, ça, on n'a pas de... Personne n'est arrivé à dater. J'ai fait venir ici, enfin est venu, le général Nicolas du Génie, qui est un grand spécialiste de la polyarcétique, et qui m'a dit « Je suis incapable de dater vos pierres. » Il y a deux choses importantes dans cette salle dont on a besoin. Il y a d'abord le feu, le grand feu de réchauffage, puisque la cuisine, elle est là. Hein. Donc on se réchauffait là, et c'est comme ça que la légende, le seigneur était dos, feu et ventre à table. Le seigneur se mettait là, il était dos, feu et le ventre à table. Vous voyez, c'est toujours le dos au feu. Et alors là-bas, au fond, vous avez le fameux puits, un puits qui fait donc, il faisait plusieurs milliers de litres d'eau. Mais il n'y en a plus beaucoup, maintenant il y en a moins, il y a une fuite. Hein. Mais c'est un travail énorme, il fait 13 mètres dans le Poudingue. Donc on a passé 2 ans à le vider, il était plein complètement. Alors à droite, c'est une porte cavalière, c'est très rare, parce que c'est la porte qui correspond à la salle du Seigneur. La salle du Seigneur, c'est la plus grande cheminée, il n'y a plus grand-chose. Hein. Ben, le Seigneur avait le droit d'entrer dans la salle à cheval. C'est comme ça que là, nous avons une porte cavalière, vous voyez. C'est la seule du château. Alors ici, cette porte-là était murée quand je suis arrivé, elle était murée. Nous l'avons démurée parce qu'il y avait une légende qui racontait que pendant le temps que le prince de Crouy, ou celui qui était la propriétaire, était en prison en Belgique, hein, sa femme menait la grande vie avec un de ses écuyers. Alors un jour, il est arrivé à sortir de prison, il a tué l'écuyer et muré sa femme derrière ce mur-là. Donc quand nous l'avons ouvert le mur, on s'est dit, est-elle encore derrière ? Or, il n'y avait rien du tout derrière. Il y avait 4 mètres de terre qu'on a eu beaucoup de mal à retirer. Voilà un peu tout. Un petit peu. Il semble que cette salle soit avant les Crouys, donc avant 1460. C'est une salle qui a dû rester du départ. Mais ce n'est pas le premier château. Voilà l'essentiel, si vous voulez, de cette salle. Je ne suis pas en tenue pour une mettre. Bon, les attributs du marquis de Montcornet. Là, je serais bien, mais voilà. Et en plus, on avait une bougie allumée, qui était un signe de présence du roi, du prince. Voilà. Donc ici au-dessus, il n'y avait pas de... C'est nous qui avons mis des carreaux, hein, pour la pluie et pour le froid. Mais avant, il y avait un préau par-dessus. Hein. Il y avait un grand préau, en 2 étages d'ailleurs. Donc je pense qu'en hiver, on mettait des volets. On mettait des volets simplement là. Et voilà. Enfin, la vie dans le château ne devait pas être très amusante, hein, parce qu'il ne faisait pas très chaud. Je vois que nous sommes ici en hiver. Hein. Alors le feu, quand il marche très fort, le feu, il mange une grosse journée, il peut manger un stère de bois, hein, facilement. Alors, et dans les souterrains, il y a juste du feu dans la salle des gardes. Voilà. Et vous avez vu à l'intérieur du feu, il y a une plaque de cheminée, une taque authentique, une taque Louis XV, qui n'a jamais servi. On a dû la mettre là quand on a refait le château, et puis elle est toujours là. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en particulier aujourd'hui ? Là, il y a un banc de château qu'on a là-bas au bout, qu'on m'a offert il y a quelques années, ça vient du Nord.
Les coffres, c'est pour montrer aux jeunes qu'autrefois, il n'y avait pas de valise, il n'y avait pas tout ça. Il y avait toujours des coffres. Personne n'habitait en fait dans le château. Tout le monde se promenait avec des coffres dans lesquels il y avait les couvertures, les tapisseries, etc. Oui. Donc j'ai mis 2 coffres qui sont moins anciens que ça, mais qui leur montrent au moins comment étaient les coffres. Aucun de nous n'est dans le métier et on nous a tout fait, toutes les portes, c'est nous ils ont fait. Voilà. Y compris celle là-bas. Et on a trouvé, on a une fleur de lys qui est de Louis XIV. On l'a trouvée en bas dans la petite chapelle. Les gosses du village venaient faire paître leurs chèvres dans la cour du château, ce qui était très possible. Alors, il y en a un qui était très jaloux, qui habitait à la Maison Blanche là-bas, qui était très jaloux, qui regardait toujours sa petite amie qui était là. Puis voilà qu'une fois, un autre garçon arrive et tombe dans les bras de la petite amie. Et tous les deux, ils partent dans le donjon. L'autre arrive avec son ciment, bloque la porte et les enferme. C'était la légende que j'ai trouvée. Et en arrivant, on a vu effectivement cette porte murée. Alors on l'a fait sauter, et puis il n'y avait évidemment rien derrière. C'était la porte qui allait aux latrines. Voilà. Donc c'est 2 légendes que nous avons là. Après ça, il y a des légendes sur les squelettes de Montcornet. Quand je suis arrivé, on m'a dit que dans le puits, il y avait une dizaine de soldats qui étaient puis on n'a retrouvé aucune trace d'homme dans le puits. Oh, mais depuis 20 ans, le gosse arrive en courant ici et dit « Je suis le roi ». Et alors, il y avait une petite porte à droite qu'on a trouvée murée. Ça devait être l'étuve. Et je pense par un des trous du mur là-haut, autrefois devaient passer des tuyaux. Il semble que l'eau chaude arrivait à la cuisine. D'après les légendes, il semble que ce soit vrai. Et là, il y a un couloir qui arrive dans le cellier. On devait pouvoir aller chercher les animaux dans le cellier sans être vu de l'extérieur, par l'intérieur. Voilà. Là, c'est l'étuve. Et de l'autre côté, il y a la cuisine. Cette cuisine est intéressante parce que c'est le seul endroit où nous avons des dalles d'origine du château. Le seul endroit, oui. Bon, elle est très abîmée, mais alors les amis toujours de l'équipe ont refait une partie du mur. Alors il y avait le grand four à pain, puis le petit four à viande, probablement à viande, oui. Mais c'est intéressant parce que dans ce coin-là, il y a encore les restes du château, du premier château probablement. Nous avons les murs, des portions de murs en arêtes de poisson. C'est-à-dire c'est romain ou c'est début du Moyen-Âge. Voilà. On a 2-3 endroits qui nous disent qu'il y a eu un château vers le Xe siècle. Mais on n'a jamais trouvé aucun document pour le dire. Mais ici, c'est un problème. On ne sait pas ce que c'est que ça. C'est pas un foyer, il n'y a pas de... Alors, pourtant, devant, vous voyez, il y a comme le devant des foyers, qui sont des ardoises de champ, vous voyez, il y a plein d'ardoises de champ là. On ne voit pas du tout où ça pourrait aller parce qu'en haut, c'était l'hôtel qui est là-bas, vous voyez. Ça c'est extraordinaire. Il y a une tête de mort donc dans le couloir, il y a une tête de mort sculptée et dans les bouquins d'histoire, enfin d'histoire d'archéologie, ils disent que ça voulait dire que c'est là qu'était l'entrée du trésor. Ça, c'est l'entrée du couloir, c'est intéressant parce qu'il y a un petit trou carré dans lequel nous avons trouvé un bougeoir en bronze. Un petit bougeoir. C'était l'éclairage. En fait, il n'y avait vraiment rien comme éclairage. Quand on connaît le château, on peut se promener sans lumière dedans. Vous voyez. Mais là, ce coin-là, c'était le départ, c'était un peu dangereux, donc il y avait une lumière. C'est donc les souterrains intérieurs. Pour un château qui a 5 mètres, dont les murs ont 5 mètres d'épaisseur, il ne fallait pas rester aveugle. Donc il y avait des petites ouvertures qui ont servi d'archères ou de canonnières plus tard. Voilà. Alors au milieu du souterrain, il y a la salle de garde, ce qui est normal. Donc il y avait 5-6 soldats qui pouvaient être là, avec une petite cheminée. La salle de garde qui est belle, c'était là où les gardes se tenaient, parce que de là, ils voyaient tout ce qui se passait tout autour, grâce aux meurtrières. En plus de là, ils devaient commander le pont-levis. Le pont-levis devait se commander de cette pièce-là, de la salle des gardes. Oui, c'est très curieux. Bon, après ça, on descend encore à l'étage en dessous, et puis on arrive à une pièce qui va nulle part. Ça a dû être muré, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond. On a essayé, on n'est jamais arrivé à les
ça doit aller au premier château, qui devait être un peu en dessous de celui-là. Alors là, on passe dans la prison. Il n'y a pas beaucoup de prisonniers, parce que on prenait uniquement comme prisonniers les seigneurs qui pouvaient payer une rançon. D'où il y a une petite prison, simplement. On sait que c'est une prison parce qu'il y a d'abord des trous où on accrochait les chaînes de chaque côté, et surtout à cause du couloir. Le couloir d'entrée est très bas. Et si tu vois dans les châteaux féodaux, quand une prison, le couloir est très bas, de manière qu'on ne puisse ni entrer ni sortir debout avec des armes. Oui. Ça, c'est étonnant, c'est le problème de l'aspiration pour les canons. Quand ils ont tiré avec les premiers canons, ils étaient asphyxiés complètement. Parce que nous, on tire avec à la poudre noire, c'est effroyable. Alors là, on a un trou d'aération, voilà. Pour la poudre des canons, il y en a aussi dans le souterrain. Alors là, c'est un monte-charge ici. C'est rare que j'ai vu dans les châteaux, il y en avait souvent dans un placard. Et donc là, il y avait le monte-charge ici, voilà. Quand on est arrivé, on voyait bien on voyait le roue là. Il y avait une roue ici pour ouvrir le sang. Monte-charge qui venait de la pièce en dessous, qui est une pièce probablement du premier château. C'est toujours un problème. Voilà. Et ça ici, c'est l'un de nous, c'est Philippe. Philippe Dey, c'est lui qui avait commencé à vouloir refaire la voûte qu'il a. Mais il est tombé malade. C'est lui qui a fait l'essentiel des briques ici. À l'étage, il y a la chambre du Seigneur, qui est une très grande chambre avec un feu et puis une communication avec les souterrains. Et sur le côté gauche, sur le côté ouest, vous avez 3 chambres qui sont les chambres des dames. Et côté est, alors, il y a une chambre qui touchait à la salle d'eau. La salle d'eau qui allait jusqu'à chez le Seigneur. Dans la chambre du Seigneur, il y a une porte qui allait à sa salle d'eau. Ils avaient une belle vue, les princesses. On a retrouvé dans cette salle d'eau les latrines d'autrefois, etc. Donc le haut appartenait au Seigneur. C'est pour ça que ça s'appelle la cour haute, opposée à la basse-cour d'en bas. Et à droite, il y a la chapelle, qui elle aussi était réservée au Seigneur. On a fait des fouilles, puis on n'est pas arrivé à... Chaque génération a refait quelque chose. Chacune des chambres avait une petite cheminée. On l'a trouvée dans un triste état, mais... Donc le haut, au point de vue chaleur, était bon. Il y avait même des vitraux. Sur la cour haute, il y avait un énorme vitrail, dont on a retrouvé beaucoup de morceaux d'ailleurs. Et là, le mur avait été doublé. Quand je suis arrivé, il s'est décollé. Donc le mur avait été doublé. Quand on a inventé la poudre, ils ont eu peur que les boulets écrasent le mur. Bon, le mur en haut, il a 2,50 m déjà. Donc, ils avaient rajouté un bon petit mètre quand même. Et en bas, c'est le contrôle du passage en dessous. Voyez. Les soldats pouvaient se mettre là pour contrôler les gens qui passaient. Voilà. Alors, il manque encore un étage, le grenier, mais c'est tout. Le château était très bas. C'était le château du 11-12e, très bas. Là, on est dans le cellier. Alors, le cellier, c'est important, parce que c'est comme toujours la pièce la plus importante, la plus grande du château. Le château a démarré sur la chasse, avec la chasse des rois de France, donc on a commencé par faire un énorme cellier. Et seulement après, on a bâti en bois par-dessus, de quoi loger. C'est pour ça que le cellier est si grand. Il y a encore d'ailleurs les traces des trous, et dans le cellier, il reste un graffiti. C'est le seul du château qui soit authentique. C'est la salle des canonnières. Là, il y a 4 canonnières qui sont profondes, dans lesquelles vraiment il y avait les canons. C'est les canonnières, là. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'au milieu de la basse-cour, il y a un mur. L'éperon barré dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'éperon barré, on met un mur et on a une forteresse. Vous comprenez? Voilà. Et alors le fameux mur dont je vous ai parlé, le mur qui coupe la basse-cour. Et donc l'éperon barré, vous voyez? L'éperon barré. Ça, dès le départ, dès la préhistoire, du temps des Romains, il y a toujours eu l'éperon barré. Et alors,
Je voulais savoir quelle était la date de ce mur-là, si c'est un mur romain, hein, ou un mur préhistorique, ou un mur. Mais personne n'a pu savoir. Nous avons fouillé autour, on n'a absolument rien trouvé. Mais c'est intéressant parce que c'est un sourcier qui nous l'a trouvé. Voilà. Alors, on avait un vieux sourcier des Ardennes qui est venu. J'y croyais pas trop parce qu'il y a beaucoup de légendes. Le sourcier nous dit vous avez un mur qui coupe la basse-cour. On s'est moqué de lui parce que tous les plans, sur les plans, il n'y a jamais un mur. Sur le dessin, il n'y a pas un mur non plus. Hein. Alors on a quand même fouillé. On avait un vieux fouilleur qui s'appelait Albert, qui a passé ses jours et ses nuits à fouiller et qui a sorti un mur qui est là. Voilà. Quand les gens du village étaient là avec leurs animaux, il fallait bien qu'ils boivent. Bon. Donc, il y avait un abreuvoir avec l'eau qui venait du toit du château. Il y a toujours le conduit d'ailleurs. Hein. Alors, le mur de cet abreuvoir, c'est du poudingue de Montcornet. Sur les cartes de géologie, on le trouve. Donc, c'est un poudingue qui est à la base du primaire, dévonien probablement. Et voilà. Et un four à boulet dans lequel on a trouvé de la limaille de fer tout autour. Vous voyez, c'était étonnant. Et à côté, il y avait la forge. On a trouvé un bloc de fonte. Un bloc de fonte comme ça, tout préparé. C'était un coin c'était la forge, quoi. Et alors là, on ne sait pas ce qu'on appelle les fondations. C'est-à-dire, c'est des anciennes tours qui devaient être du premier ou du second château, parce qu'on ne les voit nulle part, sur aucun dessin. Ça va être le premier château 1100, chose comme ça. Alors, au fond de cette basse-cour, ce qu'on appelle le donjon. Donjon, pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est le dernier refuge. Tout d'un coup, on a inventé les boulets en fonte. La fonte a un effet 7 fois plus puissant que la pierre. 7 fois plus puissant. D'où ils ont commencé à avoir très peur. Voilà. C'est comme ça qu'ils ont rechemisé beaucoup de choses. Il a brûlé, probablement aux guerres de religion ou avant, ou à la guerre de 100 ans. On a trouvé dans les fossés énormément de poutres brûlées. Là aussi, il y a une passerelle. Donc l'entrée du donjon, il y a une passerelle. Et alors une fois dans le donjon, on remontait la passerelle, il y a encore le trou par où passait la chaîne. Hein, bon. Et là, on a de quoi manger, puisqu'on a vu une grande cave que les gens appellent l'oubliette. Il faut faire attention, il n'y a jamais eu d'oubliette dans un château. Ils avaient une belle glacière qui est très grande comme... Et puis en même temps, ils avaient les water qui étaient au fond là-bas. On a encore la cave était murée, la porte avait été murée. Et puis il y avait le puits, on avait l'eau. Hein. On avait tout de quoi vivre, on pouvait rester là le temps qu'il fallait. Voilà. Le donjon est intéressant parce que Michelet part de l'œil noir de Montcornet, qui est la meurtrière du fond du donjon. Il y avait une très belle cheminée. Alors l'amusant, c'est que voilà, là il y a une entrée dans laquelle il y a un trou d'arrivée d'eau. Et il y a le conduit qui va à l'étage en dessous. Parce que pour remonter l'eau, la citerne était tout en bas. Ils étaient au premier étage, je crois qu'il y avait un trou carré par lequel on remontait l'eau. Voilà. Et l'eau arrivait par le trou d'en haut, là, voilà, en haut. Elle descendait du toit. Ça, c'est le trou à pistolet. Il y en a un peu partout dans le château. C'est le trou à pistolet ou le trou à poudre, on ne sait pas très bien, c'est l'un des deux. Il semble que ce soit des trous à pistolet. Alors là encore, les murs ont une épaisseur fabuleuse, hein, énorme. Ça, c'est la descente de la tour de flanquement. La descente d'escalier qui est très belle. Oui, toujours la même chose, parce qu'il fallait qu'il y ait des tours de flanquement tout autour qui permettaient de tirer, de protéger tout l'espace. Les meurtrières sont face à face, tout autour du château. Vous voyez ? Voilà. Alors l'assommoir, c'est un signe que le château est vraiment médiéval. Alors je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce trou-là ? Puis pour finir, alors je l'ai fait démurer, hein, puis c'est un assommoir. Tout de suite, on a simplement mis une plaque par-dessus pour pas que les gens soient des cailloux. Mais je veux dire, c'est intéressant parce que ça, c'est vraiment c'est médiéval, hein, c'est le Moyen-Âge. Hein. L'assommoir est dirigé juste sur la porte qui va sur la basse-cour. Au fond du couloir, il y avait donc une grande porte, hein, et elle était gardée par ce petit trou-là. On devait tirer. En plus, à la fin du couloir, à droite, à gauche, il y a des trous. On se demande pourquoi ils ne sont pas symétriques. On pense qu'on ait fait un petit plafond, hein, sur lequel devaient se tenir les gens avec les haches d'armes. Tu sais, on voit dans les musées des haches d'armes. Ils étaient là, et quand les gens passaient dessous, ils tapaient. C'était...
Donc à la fois, il y avait l'autre en haut qui surveillait, hein, et les autres qui tapaient dessus. C'était la défense. Mais ce côté-là était pratiquement imprenable, quoi.